Madame, Monsieur, bonjour ou bonsoir, tout dépend de la localité d'où vous nous suivez. Merci de vous attacher à JDD qui passe tous les dimanches sur nos antennes. En ce 13 novembre 2022, nous avons plaisir à recevoir un éminent intellectuel qui se donne souvent la peine de se poser pour réfléchir. Notre invité est également un écrivain dont on entend régulièrement le crissement de la plume sur le papier. Il a écrit des ouvrages que nous vous recommandons lorsque, par exemple, L'Anus déchire, paru en 1993, Le crépuscule des vanités en 2006. Il y a aussi Résistance plus récemment. Vous avez été ministre de Wade au tout début de l'alternance, la première, département que vous avez quitté dans des conditions particulièrement ou assez rocambolesques. Vous étiez ami à Philippe Maguilène Senghor, le fils du premier président du Sénégal, Léopold Sédar Senghor, collaborateur également de Karim Meïssa Wade, un autre fils de président. Vous avez été ambassadeur du Sénégal au Canada. Merci donc de nous faire l'honneur d'être notre invité en ce dimanche, Monsieur le ministre Amadou Tidiane Wane. Bonjour Hassan, merci pour l'invitation. Merci aussi pour la présentation qui me donne l'occasion de mettre un trait définitif, je l'espère, sur les allusions parfois perfides, mais venant de vous, c'est d'une grande gentillesse, qui ont souvent souligné le fait que j'ai été très lié à Philippe Maguilène Senghor, fils de l'ancien président de la République du Sénégal, puis, plus de 20 ans après, collaborateur d'un autre fils de président, Karim Meïssa Wade. Je dois à la providence d'avoir eu un père qui m'a mis dans les meilleures écoles du Sénégal. Et c'est en 1969 que j'ai connu Philippe Senghor au collège de la cathédrale. Nous étions en 6e, 5e, et mon promotionnaire était François Collin, fils de Jean Collin à l'époque, qui est devenu un grand patron dans l'administration publique. Notre amitié date de là, et par des chemins du destin, nous nous sommes retrouvés ensuite dans la même classe, en seconde, première, terminale et en première année de la faculté de droit. Une amitié donc à la fois scolaire, mais tous les témoins de l'époque ont vu avec quelle gentillesse et avec quelle affection Philippe me traitait, avec respect et considération. Donc, c'était mon ami au sens premier de l'amitié entre un Sérère et un Halpulaar. Mais j'avais une fois répliqué à un de vos collègues qui s'interrogeait sur ses amitiés, selon lui suspectes, que le président Senghor était un agrégé de grammaire, que le président Wade était un agrégé en économie, et que mon père, le professeur Ibrahim Wone, était un agrégé en médecine, et que donc je n'avais aucun complexe particulier de naissance à avoir vis-à-vis de qui que ce soit dans ce pays. Encore moins pour ceux qui sont fils de fonctions électives, qui sont mouvantes et changeantes. Mais je rends hommage à la fois à Philippe et à Karim pour l'amitié qu'ils m'ont faite. Et peut-être qu'il faudrait aussi me reconnaître quelle qualité de savoir avoir des amis d'influence. Il y a peut-être que j'ai un petit mérite personnel ou bien un apport que j'apporte dans nos relations et qui fait que ces personnes s'attachent à moi. Vous êtes un malin, quoi. Je suis juste un ami qui sait être un ami. Très bien. Au sens du don de soi, sans tricher. Et c'est la première fois que je parle de ces amitiés-là, parce que vous avez posé la question, alors que j'aurais pu m'en vanter, même s'il n'y a pas de raison. Oui, c'est ça. Donc, ambassadeur du Sénégal au Canada, vous l'avez été, sans être diplomate. Donc, c'est un métier perméable, on peut le dire comme ça, un peu comme le nôtre d'ailleurs. Et ça ne vous aurait pas empêché de faire votre job parce que vous êtes diplômé en sciences politiques. Un ambassadeur, c'est un poste de confiance. Première chose, il faut que les gens arrêtent de mythifier des choses qui ne le méritent pas. L'ambassadeur représente son pays, représente le chef de l'État de son pays. Les lettres de créance disent
au chef de l'État, je ne dirais pas adverse, mais vers lequel vous êtes accrédité, que le porteur de cette lettre a ma confiance et les propos qu'il va vous livrer, au-delà de la lettre formelle, viennent de moi. C'est ce qui confère l'aura à un ambassadeur et qui lui donne autorité dans la région où il opère. Cela étant, c'est après le succès que nous avons tous eu pour l'organisation de la conférence islamique au Sénégal en 2008, que les personnels au niveau de l'agence ont été déployés. Puisque j'avais occupé antérieurement des fonctions ministérielles, la haute autorité du pays à l'époque a estimé que je devais pouvoir continuer à servir mon pays à un poste de représentation élevé, ce qui a été fait. Je dois dire que je remercie le président Wade, je remercie le Canada qui m'a largement ouvert ses portes, je remercie la communauté sénégalaise qui vit au Canada, notamment à travers le Rassemblement général des Sénégalais du Canada, avec qui j'ai collaboré et qui, jusqu'ici, fait preuve de beaucoup d'amitié pour moi et je m'en félicite. Donc le strapontin d'ambassadeur, c'était une forme de récompense. Après, vous pouvez le dire ainsi. Je peux continuer, et même une réhabilitation. Après la séquence un peu difficile au ministère de la Culture que vous aviez quitté, à l'issue du naufrage du bateau Le Joola, dans des conditions un peu humiliantes. Qu'est-ce qui s'était passé à l'époque? Je n'ai pas trouvé les conditions humiliantes. On ne se sent pas humilié lorsqu'on est juste relevé de ses fonctions suite à la mort de 2000 personnes. C'est quand même, je pense, un peu se mettre au cœur d'une problématique qui n'est pas la bonne. Il y a 2000 personnes qui perdent la vie, vous perdez un poste et vous vous sentez humilié. C'est ridicule. Non, je pense qu'il y avait un contexte. Il y avait un contexte et malheureusement, ceux pour qui j'ai de la compassion, ou pour ne pas dire de la pitié, c'est ceux qui ont manœuvré pour me faire partir de mon poste ministériel en profitant d'un moment dramatique pour notre pays. J'ai d'ailleurs souvenance que j'étais au Liban pour assister au sommet de la francophonie quand ma famille m'a alerté comme quoi, et mes amis, comme quoi il y avait des titres à la une de journaux qui disaient que mon discours avait été, etc. Bon, ça c'est les commentaires de la presse. Et qu'est-ce que vous aviez dit à l'époque? J'ai publié, et c'est disponible, il suffit de mettre Amadou Tidiane Won discours sur le Joola dans Internet pour avoir le texte. Je l'ai publié pour éviter toute polémique, parce que dire ceci, dire cela, ça n'a pas d'importance. Vous étiez un peu bavard dans ce discours-là? Non, j'ai dit ce que je devais dire, et mon patron de l'époque, le président Abdoulaye Wade, m'a dit que c'était le meilleur discours que je pouvais faire. Et vous aviez et il dit n'est pas le seul. Et il n'est pas le seul. Vous aviez dit quoi? Vous voulez que je vous le relise? Je peux le non, chercher. Non, en résumé. Non, en résumé, ouais. J'avais dit que les éléments constitutifs de la tragédie du Joola relevaient de notre indolence, de notre désir du masla, de notre désir du graoul, de notre laisser-aller général collectif dans ce pays. Et c'est ce qui se poursuit jusqu'à aujourd'hui. Un bateau surchargé à 3 fois plus que sa capacité devant les autorités portuaires, c'est une forme d'irresponsabilité. Mais il y a aussi la responsabilité de ceux qui se sont engagés dans ce bateau en voyant bien que ce bateau-là était dangereux, qui ont quand même contribué à le surcharger. Il y a d'autres choses qui se disent sur des surcharges qui ne sont pas que humaines. Dans le bateau, on parle de trafic de bois, on parle de plein de choses, mais l'enquête, je ne sache pas encore qu'elle ait été rendue publique, mais elle doit l'être. Et les sanctions doivent être prises. Oui, semble-t-il, vous le dites, vous avez été l'objet d'une machination jusqu'à être déchu. Est-ce que vous avez pu identifier ce qui se... Mais déchu, c'est un trop grand mot. Disons, déchu, c'est un grand mot. Écoutez... Qui était derrière cette machination? Les postes ministériels, là, les gens en font un fantasme. Il faut quand même qu'on soit clair. Déchu, non. J'ai été nommé un jour, le jour de ma passation de service, avec le ministre Makalou. J'ai dit à l'entame, et mes collaborateurs m'entendent, j'ai dit, je viens de prendre fonction. Ce jour, le décret humain qui me nomme révèle un décret divin qui m'avait porté à cette fonction
depuis des temps immémoriaux. Ce jour où je suis nommé, le décret divin qui me dégomme est déjà pris. Il apparaîtra sous la forme d'un décret humain, un jour ou l'autre. Quand? Je ne sais pas. Donc moi, je suis préparé à ce genre de choses. Un poste ministériel, on vous nomme, on vous dégomme, ce n'est pas un drame. C'est un passage. Et personnellement, n'ayant pas été... Vous savez, c'est les énarques et autres qui fantasment sur ces postes-là parce qu'ils sont formés pour. Moi, je dirais, et je le dis devant la télévision, j'ai été ministre par accident. Par accident. Je n'en fais pas une grosse tête. Je l'ai fait, mais j'ai beaucoup appris et j'ai beaucoup donné. Et je vous demande d'aller faire un micro-trottoir dans le Sénégal. Donc vous l'insinuez, vous avez été l'objet d'un complot. Est-ce que vous les avez identifiés J'ai identifié, il y a des choses que je ne dirai pas à la télévision, mais j'ai identifié formellement et le président Wade lui-même m'a dit comment s'est passée cette affaire, parce que c'est lui qui nomme quand même, et c'est des gens qui sont venus vers lui pour lui demander de me faire partir, non pas pour le discours sur le Diola, mais pour une autre raison que je garde, et le moment venu, un jour, je pourrai le dire. Mais pour le moment, c'est trop tôt. D'accord. Vous avez écrit, il y a quelque temps, Résistance, un essai. Donc, résistance contre quoi? Vous étiez en colère ou bien... Je suis encore en colère et je l'écris tous les jours. Je dis, comment se fait-il que nous autres, Africains, particulièrement Sénégalais, nous acceptions de l'histoire de dévaler du rang de bâtisseurs de pyramides à mendiants planétaires? C'est ça, ma colère. Ma colère, c'est que nous valons mieux que ce que nous sommes. Et je l'ai posé hier dans un billet que j'ai envoyé. Que sommes-nous devenus? Qu'est-ce que c'est que ce Sénégal? Qu'est-ce que c'est que cette Afrique où on insulte partout et tout le temps l'homme noir pour l'image qu'il rend au monde de paresseux, couché sur des fortunes et qui ne fait rien de sa propre vie? Ça, c'est la question qu'on doit aujourd'hui trancher. On n'a pas les dirigeants qu'on mérite parce que nous ne méritons pas mieux. Et donc, il faut qu'on s'arrête. Et ça, c'est le rôle à la fois des journalistes, mais c'est le rôle aussi des intellectuels, d'alimenter la conscience collective en questionnement et en projet de réponse. Et c'est à la nation tout entière de prendre conscience du fait qu'un grand peuple doit le mériter, doit se mériter. Et c'est ma colère, encore inassouvie, mais c'est la colère de tous les grands écrivains qui, dans notre pays, Cheikh Anta Diop l'a traduit en sciences, d'autres l'ont traduit en poèmes, d'autres l'ont traduit en cinéma. Quand vous regardez Tukibuki, quand vous regardez Yen, quand vous regardez toute la filmographie de Ousmane Sembène, c'est une colère. Les gens n'arrêtent pas de dire, mais ils ne sont pas entendus. Très bien. Mais on ne peut plus aller plus bas que là où nous sommes aujourd'hui. C'est ça. Qu'est-ce que vous appelez mendicité? J'espère que vous ne parlez pas de la dette, puisque ce sont tous les pays du monde qui s'endettent. Pas avec la même dignité. Vous savez, la dette qui n'est pas à vos conditions, ce n'est pas une dette digne. Il faut mériter de pouvoir emprunter aux conditions du marché, c'est-à-dire avoir des ressources, avoir des experts qui sont capables de les valoriser, avoir un climat économique et social qui donne la confiance aux investisseurs. Nous sommes des pays jugés à risque, mais pourquoi? C'est ça qu'il faut interroger. Pourquoi on est dans la liste des pays à risque? Quel risque? Le risque, on vous dit souvent un risque politique. Le risque politique dont on parle, ça veut dire un risque qu'ils sont incapables. C'est tout. Appelons un chat et arrêtons de nous la jouer. Moi, mon problème, c'est que, ayant fréquenté toutes ces personnes-là, vous avez raison, j'ai eu le privilège, moi, de connaître ce pays. Je le dis souvent à mes enfants, nous avons fait notre jeunesse dans un pays de 6 millions d'habitants. On se connaissait un peu tous, Dakar est un gros village. On ne va pas aujourd'hui, 22 ans après, être dans un pays de 17 millions d'habitants où les comportements sont chaotiques, où l'ignorance est quasi générale, parce que notre système éducatif est contre-performant. Beaucoup de jeunes ne connaissent même pas l'histoire du Sénégal, encore moins l'histoire de l'Afrique dans le monde, ne connaissent pas l'histoire des mouvements intellectuels mondiaux, et vous voulez être dans une compétition? Non, nous ne compétissons pas, nous sommes hors compétition. Très bien. Aujourd'hui, en 2022, où en est le Sénégal? Vous parlez de résistance, mais on ne vous entend jamais parler d'obéissance, par exemple. Parce que l'obéissance, c'est l'autre nom qu'on pourrait donner au respect
à la discipline, à la courtoisie. Est-ce que ces mots-là vous disent quelque chose? Mais la résistance à l'indolence générale, c'est l'obéissance. Ouais. Il y a des moments où c'est la résistance qui s'impose. La résistance dont je parle, elle ne s'oppose pas. Elle interroge d'abord ce que nous sommes. Vous savez, des gens comme moi, qui avons eu des jeunesses très turbulentes, hein, heureusement qu'il n'y a plus de VAR. Parce que quand nous étions jeunes, nous avons été de toutes les contestations, de toutes les manifestations. Nous avons fait beaucoup plus que ce que l'on entend aujourd'hui traduit dans les réseaux sociaux. Le seul problème, c'est que les réseaux sociaux amplifient de manière outrancière des propos qui auraient dû rester confidentiels. À l'époque de notre jeunesse, c'était des tracts. Un tract est à diffusion restreinte. Il ne sera même pas lu par 200 personnes. Et pourtant, c'était la manière de communiquer. C'était des dazibao inspirés du Vietnam. On faisait des dazibao qu'on collait sur les murs de Dakar. Je veux dire, on faisait des graffitis. Oui, comme tous les jeunes d'aujourd'hui. Aujourd'hui, les supports de transmission ou d'expression de la colère sont ravageurs parce qu'ils sont numériques. Et qu'un individu seul, avec un iPhone X machin là dans sa chambre à coucher, peut avoir l'impact qu'un intellectuel qui a écrit un livre n'aura pas, parce que le livre va rester dans un rayon de bibliothèque et que la vidéo aura une circulation planétaire. Donc voilà des données sur lesquelles il nous faut peut-être travailler, analyser, regarder. On ne peut pas couper les réseaux sociaux. Ça, c'est un pari à la limite vain. Par contre, on peut se battre pour mettre du contenu suffisamment attractif pour ceux qui ne veulent qu'entendre des choses. Et je pense que là, la presse a un rôle à jouer. La presse, non seulement la presse privée, mais surtout, et je le dis ici, notre télévision nationale, qui est notre bien commun. Encore une fois, notre télévision nationale n'appartient pas à un pouvoir ou à un parti. C'est notre bien. C'est nos petits 5 francs d'arachide qui cotisent pour financer cette télévision. Elle doit nous donner de la qualité. Nous donner de la qualité, c'est d'abord être équilibré. Donner de l'information qui reflète l'état des forces politiques, opposition comme pouvoir. Ça évitera que toutes ces personnes aillent se répandre sur les réseaux sociaux et entretiennent une clientèle à leur dévotion. C'est ça, vous parlez de résistance donc. Est-ce que c'est de là où est venu le fait que vous rendiez la Légion d'honneur, puisque les récompenses d'habitude, ça ne se rend pas, ça ne fait pas partie de la bienveillance ou même de la bienséance. Ça, c'est une appréciation personnelle. Oui, pourquoi vous avez restitué? J'ai posé un acte politique et spirituel. Un acte politique dans la mesure où c'est à l'occurrence de la récompense que le président de la République française a donnée à M. Paty, enseignant dans un lycée, qui avait demandé à des étudiants musulmans de sortir de la classe parce que, profitant de l'incident de Charlie Hebdo, il voulait faire un commentaire qui heurterait la sensibilité des musulmans. Quand la même médaille que je portais lui a été accordée, j'ai considéré que je ne méritais plus, c'est mon appréciation, que je ne méritais plus cette perception de l'honneur qui lui est faite, et j'ai rendu avec correction la médaille, et je me porte très bien. Je préfère être l'ami du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, que l'ami d'un autre. Oui, c'est ça. On parle de la Légion d'honneur française que vous avez restituée. Qu'est-ce que vous aviez fait avant pour mériter cette Légion d'honneur française? C'est une question qu'il faut poser. Je ne suis pas allé la demander. Mais je dois peut-être à l'amitié d'un grand ambassadeur de France qui était au Sénégal à l'époque, Jean de Glignasti, avec qui j'ai beaucoup travaillé comme ministre de la Culture, comme conseiller. Nous avons partagé beaucoup de choses parce que c'est l'ambassadeur qui fait une note à sa hiérarchie. Et c'est cette note qui a abouti. D'ailleurs, au moment où j'ai la respect, il n'était plus ambassadeur. C'est un autre qui m'a donné la distinction. Mais ça, pour moi, encore une fois, it's not a big deal. J'ai simplement, comme citoyen, comme homme public, posé le seul acte à ma portée pour montrer que je n'étais pas content. Et je l'ai fait. Très bien. Point barre. Très bien. Je n'en ai pas fait un étendard, voilà. Non, j'ai posé un acte
politique et spirituelle. Et j'espère bien que le jour du jugement dernier, le prophète me dira merci. Et ça, nous rappelons que vous êtes né en France même, à Créteil, Voilà. À Créteil-sur-Seine, c'est dans le Val-de-Marne. C'est ça. Oui. Voilà. Est-ce que donc le fait d'avoir reçu cette médaille ou cette Légion d'honneur n'entre pas dans le sillage de France Dégage, cette idéologie dont on dit irréfléchie, voire même idiote? Le problème, c'est que moi, je ne comprends pas que 60 ans après les indépendances, parce que France Dégage, c'était en 60. France Dégage, c'était après les prises de pancartes sur la place Protet. C'était après le discours de Valdiodio Ndiaye. Attendez, et que 62 ans après, nos enfants et petits-enfants soient encore là à dire France Dégage, mais il y a un problème. Et vous vous dites quoi? Moi, je dis la France, respectez-nous. Nous sommes vos partenaires naturels parce que nous parlons la langue que vous nous avez apprise. Mais pas seulement. Je parle français, mais moi, je pense en pulaar. Je pense en wolof. Je pense avec le génie créateur de mes gènes familiaux. Je suis né en France parce que mon père était allé faire sa médecine et il était avec son épouse, sénégalaise de souche depuis des générations. Je suis Alpulaar Alpha et Oméga. C'est ça que je suis. Je suis né sur le territoire français et j'aime la France au sens où l'on aime le pays où l'on a poussé son premier cri. D'une part. Et d'autre part, je suis de ceux qui pensent que la terre toute entière appartient à Allah. D'accord. C'est donc moi, je n'ai pas de frontières. Par contre, je n'aime pas la France politique. Celle qui nous a réduits en esclaves, celle qui nous a colonisés, celle qui nous néocolonise, celle qui bride nos énergies dans une monnaie qui doit être revisitée. Ça, c'est clair. Très bien. Si c'est ce que dit France Dégage, eh bien, mettez-moi là-bas. Vous demandez à la France de nous respecter. Est-ce que nous-mêmes, on se fait respecter? Est-ce que nos dirigeants se font respecter? Voilà, Hassan, là, on est d'accord à 100%. Pour être respectable, il faut se faire respecter. Et pour se faire respecter, il faut d'abord éviter de se mettre dans des situations où vos interlocuteurs peuvent voir vos faiblesses et en profiter. Si vous aimez trop la Dolce Vita à la française, si vous aimez le clinquant de la vie et que vous n'êtes pas capable de prendre sur vous-même pour faire un effort pour que vos peuples émergent, il y a un problème. La plupart des dirigeants africains ont des appartements en France, ont des appartements ailleurs, mais ils devraient quand même méditer. On a vu ce qui est arrivé à la fortune de Mobutu. On a vu ce qui est arrivé à Jean Bédel Bokassa. On a vu ce qui arrive à la famille Bongo. On a assez de références pour comprendre que ce ne sont pas vos amis. Vous pouvez y investir dans l'immobilier, mais à quoi ça sert d'avoir un appartement pour un homme politique, hein? Un homme d'affaires peut avoir ce qu'il veut, honnêtement. Qui veut acheter où il veut, il n'y a pas de problème. Mais un homme politique africain qui va acheter un appartement en France, alors que des millions de jeunes sont ici sans emploi, c'est criminel. C'est ça que je dis. Et aujourd'hui, il y a des outils qui permettent d'attraire des gens devant la Cour pénale internationale. Il ne faut plus croire. Les gens, aujourd'hui, ils sont là, ils noncent, ils ont des belles 4x4, mais si le régime change, c'est la CPI. C'est tout. Très bien. Donc, pour vous, c'est quoi ou c'est qui ou c'était qui le modèle de respectabilité en Afrique en termes de chef d'État ou de dirigeant? Je ne peux pas nommer une personne, mais je pense que si on agrège un peu de Nelson Mandela, un peu de Julius Nyerere, un peu de Thomas Sankara, un peu de Cheikh Anta Diop, un peu de Léopold Sédar Senghor, il faut dire les choses. Un peu de Abdoulaye Wade, un peu de Abdou Diouf. Vous voyez, je suis en train de vous nommer des gens inattendus, mais dont chacun a un trait de personnalité qu'il faut revisiter. Vous savez, on juge vite les gens. Mais je vais vous donner un exemple. Je prends le président Abdou Diouf, à qui mon patron, le président Wade, a succédé. Le président Abdou Diouf a nommé directeur national de la statistique Landing Savané, alors patron de la gauche clandestine. Et il le savait.
La Direction nationale de la statistique est une direction stratégique où les informations les plus solides transitent. Il ne l'a pas radié, il ne l'a pas humilié, il ne l'a pas traqué, il l'a laissé exercer dans la démocratie. Très bien. Et ça, de nos jours, je pense que c'est des séquences qu'il faut revisiter, qu'il faut voir. Il a eu des gouvernements où il y a eu des gens de gauche. Il a accueilli dans son gouvernement le président Abdoulaye Wade. Je pense que voilà ce qu'il faut aujourd'hui regarder dans cette période difficile de raideur, de suspicion et de chasse à l'homme. Voilà, vous avez cité beaucoup de monde comme référence. On n'a pas entendu le président Macky Sall. En lisant vos écrits régulièrement dans la presse ou ailleurs, on lit entre les lignes que vous ne trouvez, en tout cas le régime du président Macky Sall ne trouve pas grâce à vos yeux. Qu'est-ce qui explique comme depuis ce manque de... Comme depuis toujours, vous savez, du temps du président, moi j'ai commencé à écrire des articles vraiment de manière soutenue dans les années 79-80. J'ai été très dur avec le régime du président Abdou Diouf. Très dur, plus dur que ce que je suis aujourd'hui. Mais à l'époque, il n'y avait pas d'Internet. Il y avait Walfadjri. Et je les ai tous ces journaux-là. Je les ai collectionnés. J'ai écrit beaucoup de choses du temps du président Abdou Diouf, du temps après du président Abdoulaye Wade. J'ai arrêté en raison des fonctions que j'occupais. Et même malgré cela, si vous allez dans l'Internet, vous trouverez la lettre que j'avais faite au président Abdoulaye Wade en 2004. J'étais sorti du gouvernement, j'étais dans mon petit cabinet et je lui ai fait une lettre de 4 pages pour lui dire mon sentiment sur la manière dont la République fonctionne. Moi, je suis comme ça. Et qu'est-ce que vous pensez du président Macky Sall? Alors, le président Macky Sall... Est-ce qu'il fait le job là? Le président Macky Sall, à mon grand regret, n'a pas pris la trajectoire que je lui aurais indiquée. Et c'est pour ça que je suis sur le trottoir. Il faut être sincère aussi dans la vie. Quand quelqu'un emprunte une voie que vous ne lui aurez pas suggérée, vous n'allez pas le suivre juste pour vos bénéfices personnels. C'est facile, hein? Je peux changer de discours, je peux aller le flatter, lui dire ce qu'il veut entendre, mais je ne pense pas que ce soit ce qu'un bon Sénégalais doit faire à l'endroit de son président. Moi, en 2012, s'il m'avait demandé conseil, je lui aurais dit, Monsieur le Président, vous venez d'accéder au pouvoir. Vous êtes né après les indépendances. Ce pays, bon an, mal an, a construit un système qui fonctionne avec des hauts et des bas. Vous arrivez au pouvoir avec la poussée de toutes les formes de résistance qui se sont exprimées à travers les assises nationales. Un document a été produit. Ce document, le président Wade, puisqu'il avait refusé d'aller aux assises nationales parce qu'il se disait, et à l'époque il n'avait pas tort, que ce sont les assises de l'opposition. Vous qui êtes devenu président, avec la poussée de cette opposition-là, vous devez, à mon avis, inviter toutes les composantes de la nation à se retrouver autour de vous pour un réexamen des conclusions des assises afin que vous les endossiez pour qu'elles deviennent nationales. Vous êtes le chef de l'État. Vous ne devez pas aller paraffer un document écrit par d'autres. Par contre, le document remis sur la table, autour de laquelle vous rassembleriez et votre nouveau parti, et parce que vous n'y étiez pas aux assises nationales, parce que vous étiez avec Wade à l'époque. Donc, rassemblez tout le monde autour d'une table, regardons un document consensuel, construisons une vision stratégique sur 20 ans, et allons-y. Moi, c'est comme ça que j'aurais dit au président ma perception de la chose. Maintenant, par ailleurs, moi, je suis quelqu'un de très, comment dirais-je, enclin à croire que c'est Dieu qui donne, c'est Dieu qui rassemble. Je considère que la Providence n'a pas voulu que je contribue d'une manière ou d'une autre au régime du président Macky Sall. Et c'est très bien comme ça. Je lui souhaite beaucoup de bien, mais je ne partage pas la manière de faire et je ne partage pas les postures violentes et insultantes que certains de ses collaborateurs prennent, alors que nous les payons pour qu'ils nous gouvernent. Parce que c'est tout ça qu'il faut revisiter, notre relation au pouvoir. Dungour,
Ouais. du nguur élection la. C'est ça. Donc, du pour nguur avancer, oui, c'est ça. Donc, vous n'êtes pas de ceux qui vont louer son bilan matériel. Il a fait beaucoup de choses. Ouais. Ne me dites, moi, je sais de quoi je parle. Il a bâti beaucoup de choses. Sur chaque chose, on peut discuter de la pertinence, du coût et de l'opportunité. Mais ça, c'est la liberté des citoyens. Vous construisez quelque chose, il y en a qui sont d'accord, il y en a qui trouvent que c'est bien, il y en a qui trouvent que c'est pas bien, mais au moins, il y a quelque chose. Articuler tout ce qu'il a fait avec ce que son prédécesseur a fait. Je dis aux gens, mais vous parlez de Diamniadio, si le Wade n'avait pas fait la première partie de l'autoroute, il n'y aurait pas eu de Diamniadio. Soyons justes entre nous. Moi, je ne suis pas de ceux qui jettent Wade à la poubelle, Diouf à la poubelle. Non, chacun a fait quelque chose. Les uns sont pour, les uns sont contre, nuancés, mais écoutons-nous. Parlons-nous. Mais quand vous avez une position un peu différente du président, vous avez 100 000 personnes qui vous crient après. Ouais. Vous dites aujourd'hui quelque chose d'un autre, vous avez 100 000 personnes qui vous disent oui, c'est très bien. Non, ce n'est pas comme ça. Il y a toujours du bien, du moins bon et du juste bon. Et je pense, par exemple, moi je suis de ceux qui pensent que le PUDC, c'est un beau projet qui désenclavait des zones rurales, construire des puits, faire de l'irrigation, c'est très bien. Je pense aussi que le PRODAC, s'il n'est pas politisé, est un bon projet. Tout ça, vous voyez, c'est des projets qui, pour moi, s'adressent à des questions centrales, l'agriculture, le développement rural. Maintenant, il y a d'autres projets que moi, je trouve bon, qu'il faudrait bien revisiter. Si ça vous dit, vous me posez des questions. Très bien. Vous pensez que, malgré toutes ces réalisations, qu'il va être obligé d'être en bout de course, il n'y aura pas de mandat supplémentaire? Mais non, mais pour la question du mandat, moi je dis tout le temps, moi je ne discute pas d'un problème qui n'est pas posé. C'est le président lui-même qui a dit plusieurs fois, et plutôt 2 fois qu'une, qu'il ne serait pas candidat à une troisième candidature. Parce que le mandat, c'est le peuple qui le donne. La candidature, il est libre, hein? Il est libre, encore une fois, et je pense que tout le monde sait que rien, du point de vue du droit, ne peut l'empêcher de risquer. Très bien. Mais il n'y a pas que le droit dans la vie. C'est ça. En fait, la question de fond, c'était pourquoi en Afrique, spécifiquement, les dirigeants cherchent à s'accrocher au pouvoir. Moi, j'avais trouvé un début de réponse, parce que souvent, il y a trop d'abus quand on est en exercice et dans le magistère. On fait trop de carnage financier. Est-ce que vous, c'est votre analyse? Pourquoi il y a sûrement un peu de ça. Il y a sûrement un peu de ça. On craint un peu pour l'après-exercice du pouvoir. Il y a sûrement un peu de ça. Mais il y a aussi, mon cher Hassan, le pouvoir, c'est doux. Hein? C'est doux. On ne s'en départit pas comme ça. Et on n'est pas seul. On est avec plein de gens qui profitent. Et c'est ça qui doit changer. Ce qui doit changer, c'est que le pouvoir qu'on doit exercer, on doit l'exercer avec esprit de sacrifice. Parce que c'est quand même ça. Ouais. C'est quand même un don de soi à la communauté. Même si le peuple vous met dans d'excellentes conditions. Chez nous ici, vous devenez ministre, votre vie change du jour au lendemain. Parce que simplement, il y a tout le décorum qui accompagne la fonction, la capacité d'influencer sur un certain nombre de choses et de faciliter un certain nombre de choses qui fait que, bon, les gens, après, au bout de 5 ans, 10 ans, ils ne veulent pas quitter. Hein. C'est ça, il y a la douceur dont vous parlez, il y a également l'usure du pouvoir. Est-ce que cet aspect-là est important parce que aussi l'exercice à mon avis, c'est une affaire humaine. À mon avis, et si j'étais un des conseillers du président Macky Sall, je lui dirais, Monsieur le Président, vous avez fait 10 ans, 12 ans. Les gens, vous avez des gens qui sont vos fans à 100 à l'heure. Vous avez d'autres qui sont vos ennemis irréductibles. Mais ça, c'est la vie. Vous avez pris un engagement moral lors du référendum de 2016 de ne pas briguer une 3e candidature. Respectez votre parole. Très bien. Ce faisant, vous rentrez dans l'histoire du Sénégal. Et rien ne vous empêche, 5 ans après, parce que vous êtes jeune, de revenir. Si jamais celui qui vous remplace ne fait pas le job, 5 ans après, vous revenez avec un nouveau programme, avec de nouvelles idées.
Et peut-être dans ces 5 ans-là, vous aurez mesuré le poids de la trahison, dont sont capables certains qui vous disent aujourd'hui qu'après Dieu, c'est vous. Certains même vous diront avant Dieu, c'est vous. Mais si vous avez 5 ans de traversée du désert, vous pourrez mesurer l'ampleur de la perfidie humaine et vous pourrez peut-être mieux comprendre comment mieux servir votre pays. Très bien. Vous avez également écrit une contribution intitulée Le Sénégal, une démocratie sans démocrate. Qu'est-ce que c'est que c'est un jeu de mots, un calembour ça veut dire quoi? Être démocrate, c'est d'abord accepter que c'est le peuple qui confère le mandat. Ce n'est pas par des manipulations que l'on accepte au mandat du peuple. Ce n'est pas par des techniques informatiques que l'on doit usurper de la parole du peuple. Ce n'est pas par des techniques judiciaires qui font que, depuis quelques années, écoutez, le tribunal est l'endroit le plus fréquenté de notre pays. Un pays qui fonctionne normalement. Le tribunal, ça doit être une exception. Mais ici, aujourd'hui, le tribunal, les magistrats, le procureur, les avocats, il n'y a que eux qui occupent la scène publique. Ça, c'est un pays qui ne fonctionne pas normalement. Et moi, je pense qu'il faut ramener de la sérénité dans notre pays. Que les gens puissent travailler, que la star de demain soit un paysan. Que l'on parle de quelqu'un qui a fait une success story dans l'agriculture. Les artistes font des choses formidables à travers le monde. Les artistes sénégalais font des choses formidables. Au niveau des nouvelles technologies, les jeunes Sénégalais font des choses formidables à travers le monde. Mais personne ne les entend, personne ne les voit. Pourquoi? Parce que nous avons la scène publique qui est occupée par des insulteurs. Et il y a des gens qui ne savent pas insulter. Et à ce moment-là, le pays semble en apnée. Et c'est malheureux. Moi, ce qui me concerne, et la plupart des gens avec lesquels je parle, il faut qu'on inverse la tendance. On ne va pas se laisser envahir et dominer par l'ignorance. Très bien. Vous avez utilisé le mot sérénité. Est-ce que dans l'opposition également sénégalaise, il y a cette sérénité? Est-ce qu'il y a des personnes charismatiques qui demain seront en mesure d'occuper ce que j'appelle la cour d'honneur, c'est-à-dire le palais de la République? Parce qu'il y a beaucoup de déclarations de candidature. On dirait aujourd'hui que tout le monde veut être président de la République. Comment est-ce que vous analysez ça? C'est un peu dommage. C'est vrai qu'à l'approche d'une élection, le mercato est ouvert. Et aujourd'hui, n'importe qui peut avoir 20 ou 30 personnes autour de vous qui vous disent c'est vous ou le déluge. Il y a plein de gens qui l'ont exprimé, mais il y a plein de gens qui n'ont pas dit, mais qui rêvent d'être président de la République. Que nous en soyons arrivés là est un signe. La présidence de la République doit être un aboutissement. L'aboutissement d'une carrière. Il faut dire que le président Macky Sall a eu en mode fast-track une belle carrière. Il a occupé plusieurs postes ministériels, Premier ministre, président de l'Assemblée nationale. Il était comme profilé pour accéder à la magistrature suprême. D'autres n'ont pas eu ce parcours. Mais enfin, ce n'est pas la seule manière d'accéder à la dignité d'être chef de l'État. Il y a aussi le combat politique. Le combat politique à travers lequel, pendant un certain nombre d'années, on s'exprime et c'est au bout de cette constance que l'on arrive à cette charge. Très bien. Le président Wade en est une illustration. 26 ans de combat pour aboutir à la présidence de la République. Le président Abdou Diouf, pendant 2 décennies, ombre du président Senghor, après avoir eu une carrière administrative exemplaire. C'est aussi, après avoir occupé plusieurs postes ministériels, Premier ministre, qu'il a abouti à être chef de l'État. Le président Senghor, c'est un militantisme. Il a été député en France, ministre en France, alors que nous n'étions pas encore indépendants, et il a accédé à la magistrature suprême par la conjonction de forces politiques au début de notre indépendance. Donc, quoi que l'on dise, au Sénégal, nous avons une tradition de sanction du mérite au bout d'une démarche, d'une carrière qui n'est pas nécessairement académique. Donc, si nous regardons
la plupart des profils qui vont se présenter, il faudra que nous ayons à l'esprit ces critères généraux qui font qu'au Sénégal, je ne pense pas que n'importe qui puisse être président. Oui, c'est ça. On rappelle que nous recevons en ce dimanche dans le JDD l'ancien ministre de la Culture du Sénégal, Amadou Tidiane Wane, écrivain, intellectuel, panafricaniste, éditeur, etc., etc. On continue avec cette opposition. Est-ce que vous voyez, vous avez détecté un nom ou un visage qui vous rassurerait et qui aurait l'envergure de diriger notre cher pays, puisque le Sénégal aussi, on le rappelle, n'est pas un pays comme un autre qu'on pourrait livrer ou délivrer à n'importe qui. Vous savez, nous sommes dans des pays organisés de la manière suivante. L'élection présidentielle est une élection au suffrage universel, direct, à 2 tours, éventuellement, mais quelqu'un peut gagner au premier tour. Qui gagne? Celui qui a le plus de voix. Donc mon avis importe peu. Très bien. Mon avis, il s'exprimera dans l'urne. Par contre, il est loisible de regarder sur la scène politique ceux qui sont en train de rassembler le plus de personnes possible. Très bien. Et là, moi je dis, il faut que tout le monde respecte les règles du jeu. Le pouvoir et l'opposition. Tout le monde doit respecter les règles du jeu. Les règles du jeu, c'est M. Assane Gueye a un parti politique, il a la liberté de l'organiser, puisqu'il n'est pas un parti clandestin, il est dans la légalité, il a la liberté d'organiser des manifestations, d'écrire, de faire des vidéos, d'aller où il veut. Le combat politique doit être de faire mieux que lui sur ce champ-là. Rassembler ces gens, les convaincre, les mobiliser, les encadrer et le jour du vote, avoir le plus de voix possible. Ce qui est anormal et que je déplore, c'est que des armes non conventionnelles soient utilisées contre un adversaire politique. Et je dois dire que c'est d'ailleurs à la faveur d'un schéma comme ça que le président Macky Sall est arrivé au pouvoir. Parce il est parti du fait que le président Abdoulaye Wade avait voulu le réduire au silence parce qu'il serait en compétition avec son fils. Le peuple sénégalais a arbitré. Très bien. Et lui a donné le pouvoir. Donc, il ne devrait pas, à mon sens, utiliser les mêmes outils vis-à-vis d'un adversaire pour le neutraliser. Et c'est ma seule conviction sur cette question. C'est ça, vous faites allusion à Ousmane Sonko. Il n'est pas le seul, non? Oui, c'est ça, bon, particulièrement. Non, mais je veux dire, je vois où vous voulez me mener et moi je ne fuirai jamais le débat, mais il n'y a pas que Ousmane Sonko. Ouais. Lui, on lui a demandé un test ADN. C'est pour l'humilier ou c'est pour arriver à la vérité de quelque chose? Moi, je suis de ceux qui ne rentrent pas dans les détails sordides d'une affaire qui n'aurait jamais dû, à mon avis, voir le jour. Et je vous dis pourquoi. Ma conviction est que une plainte a été déposée, je constate. Selon les informations dont la presse nous parle, un certificat médical a été établi. Il faut que l'on puisse nous démontrer, d'abord, est-ce qu'après le certificat médical, il y a une interprétation possible de ce document dans un sens ou dans un autre. Parce que le certificat médical, c'est quand même une consultation et une conclusion. Jusqu'ici, moi, jusqu'au certificat médical, après, avant, on ne juge pas quelqu'un parce qu'il est allé se faire masser, même si c'est une faute. Même si c'est une faute. Même s'il y a eu une relation adultérine avec quelqu'un. Ça vous regarde? Non, ça ne me regarde pas. Le monsieur a péché peut-être. Il s'en justifie auprès de sa famille, éventuellement, auprès de ses amis et demain devant le bon Dieu. Ça ne me regarde pas. Et ça ne rentre pas en ligne de compte dans mon choix. Certains me disent, oui, est-ce qu'on va se faire diriger? Je leur dis, mais que celui qui n'a pas péché jette la première pierre. Très bien. Très bien. Il y a également Karim Meïssa Wade, avec lequel vous avez collaboré. On parle pour lui et également pour Khalifa Sall d'amnistie. Mais pour Karim Wade, il est en situation d'exil.
et l'exil, semble-t-il, est une petite mort. Est-ce que vous pensez que c'est fini pour lui? Écoutez, voilà le genre de choses que moi je trouve abracadabrant. Karim Wade était en prison, condamné, que je sache. Il a été sorti. C'est pas lui qui a pris la clé pour ouvrir la prison et sortir. C'est pas lui qui est allé à l'aéroport trouver un avion qui a eu une autorisation d'atterrissage. Par qui? Attendez, posons-nous les bonnes questions. Et là, on va se dire, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Moi, je suis un citoyen sénégalais. Karim, c'est mon frère. Je l'aime beaucoup et je ne lui souhaite que du bien. J'ai été l'un des plus assidus à lui rendre visite en prison parce que j'étais directeur de cabinet du Wade pendant l'opposition. Donc, j'étais au cœur de la douleur paternelle pour cet incident-là. Donc, je peux dire que j'y ai été très sensible. Mais si on parle de gouvernance dans notre pays, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il est quand même abracadabrant qu'une personne qui est passée par toutes les phases de victime puisse à son tour rendre victime d'autres personnes. Moi là, j'ai un gros point d'interrogation. Je n'ai pas encore eu l'occasion d'en parler avec le président. Et s'il nous regarde, je dis publiquement, il peut m'appeler. Moi, je ne suis pas de ceux qui se cachent. Je marche en plein jour, il m'appelle, il me dit non, Baba, je t'ai écouté, ça là, c'est pas vrai, ça, c'est pas vrai. S'il me convainc, vous m'invitez, je vous dirai, il m'a convaincu. Très bien. Bon, le temps passe vite. On peut parler de la vie chère ou de la charge sociale écrasante. Il y a des efforts qui sont faits pour contrecarrer un peu les hausses, etc. Selon vous, sur quoi on doit agir? Sur les prix, sur le pouvoir d'achat, sur l'emploi, sur la sobriété, sur l'austérité, sur quoi finalement? Je vous dirai sur tout ça à la fois, mais surtout sur la production de ce que nous consommons. Ouais. C'est surtout là le problème. Produire dans notre pays ce que nous consommons, le transformer avec la plus grande marge de valeur ajoutée possible pour que ces richesses-là restent dans notre pays, c'est ça que l'on doit faire. Nous ne pouvons pas avoir un pays où nous avons fait des investissements colossaux en matière de barrages. Nous avons des terres, nous avons le soleil, nous avons de l'eau, nous avons des jeunes gens et nous sommes incapables de mettre tout ça ensemble. Et ça, je vous dis, même quitte à passer pour un dictateur, je pense on ne peut pas laisser des jeunes gens à la force de l'âge, entre 10 ans et 25 ans, en train de vendre du ndamaras. Ça, c'est pas possible. Et il faut à un moment donné, que l'on se dise, mais ce jeune-là, et je donne l'exemple d'un vendeur de journaux, je termine par là, que j'ai connu il y a 30 ans dans mon quartier, jeune. Aujourd'hui, il a l'air plus vieux que moi. À force de courir, vendre à travers. Et moi, à chaque fois que je le regarde, je dis à mon épouse, moi, je me sens coupable vis-à-vis de ce monsieur-là. Si à l'époque où j'avais un peu plus de moyens, j'avais pu, je ne l'aurais pas laissé sombrer comme ça. Voilà. Très bien. Il y a Pape Alé Niang également, qu'on a mis en prison. Parce que, est-ce que c'est une stratégie de musulmans et de sparadrap pour fermer la bouche, ou est-ce que vous vous dites que les journalistes sont des citoyens comme les autres, ils ne sont pas au-dessus des lois ni en dessous des lois? Disons, personne n'est au-dessus des lois, mais j'estime que dans le cas spécifique de Pape Alé Niang, il y a quelque chose qui ne va pas. Ce qui ne va pas, c'est quoi? Et je le dis parce que j'ai beaucoup d'amis généraux, colonels et tout qui m'ont reproché mon papier en me disant « Ah là, tu as été dur avec les forces de sécurité ». Et je préfère leur répondre ici. Vous savez, les forces de défense et de sécurité sont nos forces. À tous. Leur rôle et leur dignité, c'est de veiller à notre sécurité à tous. Pour le cas spécifique de ce qui se passe avec Pape Alé Niang, un document a été fuité. La priorité, à mon sens, n'est pas d'arrêter la fuite au robinet. La priorité, à mon sens, c'est de vérifier le tuyau. Parce que si vous allez fermer le robinet aussi, la fuite va continuer. Vous ne la verrez pas, mais elle va continuer. Et c'est là où je lance un appel à la sérénité. Je suis de ceux qui pensent que même s'il est dur, parfois, avec le président de la République notamment, avec un certain nombre de personnes, il faut que nous prenions tous de la hauteur. Je ne pense pas que le condamné va arrêter l'hémorragie. Je pense que le condamné va pousser ceux qui lui donnaient les informations à les donner à d'autres.
Et ça, on n'aura pas réglé le problème. On aura isolé le robinet, mais on n'aura pas réglé la tuyauterie. Et je dis, la sécurité nationale, ce n'est pas l'affaire que des forces de sécurité, c'est nous tous. Moi, le jour où je vois quelqu'un de suspect, j'informe. Très bien. Oui, c'est ton rôle, c'est le mien. Oui. Parce que si une bombe explose ici, c'est nous tous qui sautons. D'accord. Il y a une dernière question sur Sadio Mané, qui s'est blessé. Bon, parce que le monde et le sport, c'est imprévisible, les blessures et tout ça. Est-ce que les Sénégalais ont surréagi d'après vous? Est-ce qu'ils ont montré de la tendresse pour Sadio Mané? Là, je vais être coupable. Nous, moi, comme tous les autres, nous prions de toutes les fibres de notre âme pour Sadio Mané. Pourquoi? Parce que Sadio Mané illustre ce que le jeune Sénégalais doit être. Villageois, qui est aujourd'hui au sommet du monde en termes de ressources, en termes de voyage. Mais il n'a dans le cœur et dans l'esprit que Bampali, son petit village. Il pense à sa mère, il pense à ses voisins. Il a changé leur vie. Il a mis le nom de son village sur la carte du monde. C'est ce que chaque jeune Sénégalais doit faire. C'est ce que chaque jeune, au lieu d'être dans les boîtes de nuit à faire les olé olé là, il y a quelque chose de puissant dans les racines villageoises, dans l'éducation spirituelle d'une mère aimante, dans l'encadrement d'un oncle pour qui lui-même a dit « je fais du thé pour lui jusqu'à aujourd'hui » parce que je le faisais quand j'étais enfant. Très bien. Il n'est pas de ceux qui rompent avec leur identité forte. Et moi, je suis quelqu'un, même dans mes prières de cette aube-là, j'ai prié pour lui. Très bien. Est-ce que le sport et les réseaux sociaux ont finalement remplacé la culture et les livres? Est-ce que les gens se cultivent? Moi, en tout cas, ceux que je fréquente, et j'ai le privilège, et je le dis ici, d'avoir des amis avec qui j'ai grandi dans ce beau Dakar, dans ce beau Sénégal. Nous aimons les livres, nous aimons les partager, nous aimons discuter. Nous pouvons discuter des heures sur les idées, pas sur les personnes. Nous pouvons parler de notre pays en bien, apporter quelque chose. Et aujourd'hui, la classe politique a besoin de gens comme nous. Nous ne sommes pas des politiciens. Moi, je ne suis pas politicien. Je n'ai jamais été candidat à l'élection, même d'un chef de quartier. Tout ce que j'écris, tout ce que je dis, je pense que c'est utile. Le jour où je me rendrai compte que c'est inutile, je retourne à mon petit chapelet dans mon coin et je vous assure que je m'en porterai que bien. Merci beaucoup, Monsieur le ministre, d'avoir bien voulu répondre à l'invitation de JDD de ce dimanche. C'était une véritable satisfaction de vous recevoir. C'est moi qui vous remercie, vous et votre équipe si sympathique, qui m'a mis dans un état d'esprit plutôt d'ivresse intellectuelle. Merci beaucoup, Monsieur le ministre, d'avoir été notre invité de ce dimanche 13 novembre 2022. C'était une véritable satisfaction. Merci également à tous nos téléspectateurs, mais également à toute l'équipe technique qui a réalisé cette émission. Nous vous disons merci et à dimanche prochain.